Après une bataille, l'histoire est écrite par ceux qui l'emportent. Cette même histoire est alors enseignée sur les bancs de l'école. Puis lorsqu'elle est répétée suffisamment de fois, même si elle est contre nature, elle devient la seule et unique vérité. C'est ainsi que le peuple s'est retrouvé au XXIe siècle, esclave de la domination financière et sociale d'une élite. L'histoire nous a ainsi montré qu'avec comme arme l'usure, cela leur a permis de faire du temps une marchandise de commerce. Ivres de pouvoir, ils se sont accaparés les biens de ce monde. Et sourds à la souffrance du peuple, ils n'ont laissé derrière eux que guerre, chaos social, colonisation et barbarie. Et c'est précisément dans ce contexte que s'inscrit le conflit israélo-palestinien. Un conflit qui ne laisse personne indifférent et qui porte en son sein de lourds secrets. Pour récompenser le travail qui a été fait pour réaliser cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Et maintenant, sans plus attendre, vous allez découvrir le lien sombre qui existe entre le gluten free et le mouvement Free Palestine. Une des manières qu'emploie l'élite pour justifier leur activité est de manipuler le sens des mots de manière à leur donner une connotation positive. Ainsi, vous vous retrouvez à suivre des discours à la télévision et à soutenir des personnalités sans pour autant comprendre le message qui vous a été transmis. C'est de cette manière qu'aujourd'hui on appelle intérêt tout intérêt perçu sur une dette. Et on dit également usure lorsque le taux d'intérêt est trop élevé. La réalité, c'est que le sens originel des intérêts perçus sur une dette, c'est de l'usure. Et bien que le mot soit maquillé derrière un terme mélioratif, les conséquences n'en sont pas moins désastreuses. L'usure est une logique financière favorisant le riche sur le pauvre et lui permettant de concentrer les richesses autour de lui. Petit à petit, les forces de l'argent font que la dite démocratie se transforme petit à petit en plutocratie. Autrement dit, un système où les riches détiennent le pouvoir. Sans comprendre comment, le pauvre se retrouve alors de plus en plus exploité. On lui demande de produire toujours plus, avec un coût de la vie toujours plus élevé et un salaire qui ne suit pas. Tout ça jusqu'à ce que la situation finisse par se transformer en guerre et en chaos social. Rien d'étonnant donc si je vous disais que jusqu'au 7e siècle, les 3 religions monothéistes ont formellement interdit l'usure. Mais la tentation de dominer le monde était trop forte et des hommes de religion ont fini par céder à ce pouvoir. Les premières personnes à rendre licite l'usure ont été des juifs. Et rapidement, ce fut le tour du christianisme avec le théologien Jean Calvin. Celui qui est vendu dans les livres d'histoire comme un réformateur a en fait été excommunié de l'église catholique, ce qui l'a poussé à se réfugier dans les rangs des protestants. Bien sûr, comme la communauté judéo-protestante a fait partie des premiers acteurs religieux à rendre licite l'usure, ils ont réussi à prendre de l'avance sur toutes les autres nations. Cela aura d'ailleurs donné naissance aux premières banques centrales, et ce, dès la fin du XVIIe siècle. Vous n'avez pas remarqué le lien avec aujourd'hui ? Les plus grandes places financières sont des places protestantes et les plus grandes banques sont originellement fondées par des familles protestantes ou juives. Mais pour en revenir à notre histoire, cette idée contagieuse de répandre l'usure finit par frapper la France au milieu du XVIIIe siècle. Des ultralibéraux appelés physiocrates ont défié à la fois l'État et l'Église catholique. Ils ont exigé entre autres que l'État n'intervienne plus dans la sphère économique. Ils ont ainsi demandé la libre circulation des marchandises avec la non-intervention de l'État et surtout la légalisation sans limite de l'usure. La suite, vous la connaissez. Ces idées ultralibérales ont entraîné la chute de la France. Le pays s'est retrouvé dans un endettement insoutenable menant à l'embrasement populaire qu'a été la Révolution française. Mais c'est sans surprise qu'après ça, une caste d'usuriers fit rapidement voter une loi permettant la libération totale du taux d'usure. Puis en 1800, des banquiers sont allés jusqu'à convaincre Napoléon. Ils lui ont proposé de créer une banque privée dont lui et ses proches deviendraient les actionnaires. C'est ainsi que s'est fait la création de la Banque de France. Ce qui sonne comme une banque au service du peuple est en réalité un outil de domination grâce aux forces de l'argent. D'ailleurs, au 19e siècle, on finit par voir le résultat de cette domination. L'usurier domine la classe ouvrière, ce qui donnera naissance aux idées de Marx tentant de résister à la domination totale des forces de l'argent. Mais ce pouvoir que détient l'usurier ne fait pas que de lui quelqu'un de riche et de puissant, puisqu'il peut s'en servir
comme d'une arme redoutable. C'est ainsi que ce pouvoir a été utilisé comme instrument de colonisation pour les pays où les systèmes financiers étaient les moins développés, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud. Peut-être que vous ne l'avez pas appris à l'école, mais la colonisation de la Tunisie en 1881, de l'Égypte en 1882 et du Maroc en 1912 ne s'est pas faite par la guerre. La France et le Royaume-Uni ont tout simplement utilisé la dette comme moyen d'extorsion et d'affaiblissement. Autrement dit, les pays colonisateurs ont d'abord incité ces nations à s'endetter, puis ils ont utilisé ces mêmes dettes pour exercer un contrôle économique et politique sur leur territoire. De même, au sein de l'Empire ottoman, la banque dite ottomane a été créée par des banquiers français et britanniques à Constantinople. C'est cette même banque qui a joué le rôle de cheval de Troie puisqu'elle finançait les guerres ottomanes et contrôlait ses finances. C'est ce qui a permis aux créanciers européens d'influencer l'économie et la politique de l'Empire ottoman de manière à l'affaiblir de l'intérieur. D'ailleurs, ils ne se sont pas arrêtés là pour atteindre cet objectif. Durant la Première Guerre mondiale, ces mêmes colonisateurs ont réussi à convaincre les Arabes de s'allier avec eux contre l'Empire ottoman qui était en charge du califat censé réunir politiquement les musulmans. C'est ce qu'appellent les historiens la révolution arabe. Elle a eu lieu par exemple en Égypte et dans la région ouest de l'Arabie saoudite, aussi appelée Hejaz. Pour résumer, le shérif de la région de la Mecque s'est rebellé contre l'Empire ottoman en l'échange de quoi il a reçu la promesse de l'indépendance arabe sur les territoires ainsi libérés. Les Britanniques promettent ainsi aux Arabes une terre allant d'Alep en Syrie à Aden au Yémen. Mais loin de tenir leurs promesses faites aux Arabes, dès 1916, la France et le Royaume-Uni se mettent d'accord sur le partage du Moyen-Orient au travers de l'accord secret de Sykes-Picot. Manque de chance pour les Arabes. Eux qui se sont retournés contre leur empire pour s'allier avec les colonisateurs, les voilà trahis. Une année plus tard, le shérif de la Mecque découvre la supercherie. Les terres qui lui avaient été promises ont prévu d'être partagées entre les Britanniques et les Français, y compris la Palestine qui deviendra protectorat britannique. Cette même Palestine sera ensuite promise aux Juifs au travers de la célèbre déclaration Balfour. Et c'est sans doute là que vous vous posez la question. Mais pourquoi les Franco-Britanniques n'ont-ils pas respecté leurs engagements vis-à-vis des Arabes? Et comment les sionistes ont-ils réussi à obtenir la promesse d'un État hébreu en terre palestinienne? C'est à ce moment qu'entre en jeu l'un des acteurs principaux ayant bouleversé l'histoire du Moyen-Orient, Chaim Weizmann. À cette époque, Chaim était un homme politique russo-britannique et célèbre chimiste. Mais il était surtout l'un des chefs de file du mouvement sioniste et proche du fondateur à cette époque. Il a ainsi profité de la Première Guerre mondiale pour pactiser avec les Franco-Britanniques de manière à mettre en place un État hébreu en Palestine. Et ce, bien que ces terres aient déjà été promises aux Arabes. Et pour réaliser ce projet sioniste, loin de rester les bras croisés, il s'est investi dans l'effort de guerre autant qu'il lui en a été possible. Premièrement, dès 1915, il participe à un programme permettant de produire de très grandes substances chimiques indispensables à la production de bombes. Il réalise cela grâce à la production d'acétone synthétique auparavant utilisée pour réchauffer les sols. Deuxièmement, il a avec lui la famille Rothschild, alors banquier et grand partisan du sionisme. Ceux-ci permettent de financer le Royaume-Uni durant la guerre. Et troisièmement, les leaders sionistes de Grande-Bretagne promettent aux Britanniques de faire entrer en guerre les États-Unis, qui jusque-là étaient à l'écart de ce conflit. Et ça a été le cas. Les États-Unis entrent finalement en guerre en 1917 aux côtés des Franco-Britanniques. En remerciement, cela vaut aux sionistes d'obtenir l'appui britannique du Premier ministre, et ce, pour la création d'un foyer national juif Palestine. L'annonce est faite en 1917 via la déclaration Balfour qui commence par dire Lord Rothschild, son fameux soutien de la première heure. Et c'est ainsi que le foyer national juif a été créé. De son côté, l'Empire ottoman finira par tomber en 1922, ayant été attaqué de l'intérieur comme de l'extérieur, affaibli par la guerre mondiale et étouffé financièrement par un système usuraire. Le dernier empire censé réunir le monde musulman connaîtra sa fin pour la première fois depuis le 7e siècle. Ceci étant dit, quel est le lien entre le gluten-free et le mouvement Free Palestine? Comme vous le savez, quelques années plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate. Et comme l'a fait Chaim Weizmann durant la Première Guerre mondiale, on produit d'immenses quantités de substances synthétiques pour les bombes.
Cette fois, après la guerre, l'industrie agroalimentaire va décider de reprendre ces énormes quantités d'explosifs et d'en changer la fonction en la transformant en engrais. C'est exactement l'inverse de ce qui a été fait durant la Première Guerre mondiale sous l'égide de Chaim Weizmann. Bien sûr, le blé résistant mal à cet engrais dangereux, il est alors modifié pour donner naissance à une variété naine résistante. Ainsi, dans les années 70, les premiers blés nains génétiquement modifiés ont vu le jour au Mexique, produits par la fondation Rockefeller. C'est ce qui explique pourquoi, après ces transformations faites en laboratoire, un nombre grandissant de personnes ont développé une intolérance au gluten et des symptômes parfois mortels. C'est ce même blé qu'on consomme tous les jours et qui se révèle être un défi pour notre organisme puisqu'il est 5 à 7 fois plus résistant à l'élasticité que le blé de nos ancêtres. Et vous vous demandez sans doute, mais pourquoi continue-t-on de l'utiliser aujourd'hui? Tout simplement parce que ce blé est facile à transformer et qu'il permet donc de gagner plus d'argent. Et c'est de cette manière que chaque jour dans votre assiette, vous consommez sans doute une partie de l'héritage de la guerre. En résumé, l'usure et la division ont mené l'Empire ottoman à son déclin et à la perte de la Palestine, autrefois havre de paix, source d'unité et de rapprochement des peuples. Aujourd'hui, les circonstances se répètent. Le monde est gouverné par la logique de la dette et les usuriers en sont les rois. Plus qu'un outil d'enrichissement, l'usure est une arme permettant d'exploiter les territoires les moins développés financièrement sans même qu'ils s'en aperçoivent. Le conflit israélo-palestinien oppose les forces de l'usure et des conquêtes impérialistes à la résistance d'un peuple qui s'inscrit contre cette suprématie. Et enfin, les propagandes grossières employées à l'égard des Palestiniens relèvent parfois des méthodes employées lors de la Première Guerre mondiale. Ainsi, vous avez découvert comment l'acétone utilisé au départ comme engrais a permis de fabriquer des bombes et de faire gagner la guerre aux Anglais, ce qui fera que la Palestine sera ensuite donnée aux sionistes. Cette même invention servira ensuite dans le sens inverse pour venir polluer notre nourriture et provoquer des allergies au gluten. C'est aussi le même individu qui a participé à l'effort de création d'Israël et qui a pollué notre nourriture. Chaim Weizmann. La Palestine, quant à elle, a été prise à cause de 2 cancers qui ont rongé le monde musulman, l'usure et la division. Elle ne sera libérée que si le monde musulman se libère de l'usure et retrouve son unité malgré les différences. Finalement, comme pour le blé et son gluten indigérable, l'héritage de ce conflit aurait laissé une marque indélébile en chacun d'entre nous. Une marque qui nous divise entre tristesse et culpabilité, entre peur et espoir, et entre le monde de ceux qui rêvent de dominer quoi qu'il en coûte et ceux qui résistent. Cette marque disparaîtra-t-elle un jour? C'est à vous d'en juger. أنا اشتقت لداري لغرفتي اللي بقيت دايما فيها وعايشة فيها، والحين زي ما انتوا شايفين عايشين في خيام ونقف ضاع عشان نعبي ماي، ما فيش أي حاجة نعبي. ليش؟ إيش عملنا لكم إحنا؟ أنا طفل فلسطيني نفسي زي أطفال العالم، زي أطفال العالم.